Alors, bienvenue à vous tous qui êtes là aujourd'hui. Bienvenue sur ce webinaire dédié à l'EIT Food, EIT Manufacturing, donc deux kicks sur lesquels on a choisi de faire un focus. Petites informations techniques pour commencer. Ce webinaire est enregistré et sera disponible en replay sur le site des 7 Technopoles de Bretagne et sur le site de Valorial, donc qui sont les deux co-organisateurs de ce webinaire. Ce webinaire se déroulera en français. Et on vous demandera de garder vos micros coupés si vous n'intervenez pas. Vous pourrez poser des questions dans le chat. Il y aura un temps de questions-réponses après chaque temps d'intervention, donc de nos deux intervenants EIT Food et EIT Manufacturing. Donc voilà, ce sera géré par la suite. Hop. Alors tout d'abord, pour quelques informations pour débuter sur les organisateurs. Donc, comme je vous disais, ce webinaire est organisé par les 7 technopoles de Bretagne et Valorial. Donc la Bretagne compte 7 technopoles qui se sont réunis au sein d'une fédération afin de porter des actions conjointes, et c'est notamment le cas d'une mission d'intérêt régional Europe sur l'accès au programme de financement européen. Donc cette mission s'adresse aux entreprises innovantes du territoire breton qui souhaitent participer à des projets européens de R&D. Et je laisse la parole à Adrienne pour présenter Valorial. Oui, bonjour à tous. Donc, je suis Adrienne Gentil. Je suis donc de Valorial, qui est le pôle Agri-Agro. Nous sommes déjà assez actifs au niveau européen et nous mettons donc notre montée en compétences et notre réseau au service de nos adhérents et des entreprises bretonnes. Avec Valorial, nous faisons partie d'un réseau qui s'appelle le réseau Noé Bretagne, donc qui rassemble les principaux acteurs académiques et socio-économiques bretons qui interviennent dans les champs de la recherche et de l'innovation. Le réseau Noé est composé d'une trentaine de structures bretonnes et est piloté par la région Bretagne et par BDI, Bretagne Développement Innovation, et par la plateforme projet européen, l'A2PE. Les objectifs de ce réseau sont de soutenir le développement européen de la recherche et de l'innovation en Bretagne, d'améliorer la visibilité et la compréhension des appels à projets européens dédiés à la recherche et à l'innovation pour accompagner les potentiels bénéficiaires de ces appels à projets. Participer à la mise en œuvre et au suivi de la S3, la stratégie de spécialisation intelligente, et contribuer aux observatoires régionaux de la participation académique et non académique bretonne au programme européen de RDI. Et donc, ce webinaire s'inscrit dans le cadre des actions portées par le réseau Noé. Et je passe tout de suite la parole à Rosane Levaillant, qui va vous présenter l'univers de l'EIT. Bonjour à tous. Moi, je travaille aux côtés de Morgane pour le compte des 7 Technopoles de Bretagne pour accompagner les entreprises donc, sur le volet européen. Juste quelques mots introductifs pour vous donner des clés de compréhension sur ce qu'est l'EIT, ou l'Institut européen d'innovation et de technologie. C'est un programme, en tout cas, l'EIT fait partie du grand programme européen de recherche et d'innovation qui est Horizon Europe. Il a été créé en 2008 suite à la crise financière dans le but d'accélérer la transformation de la recherche en innovation et d'accélérer en fait la compétitivité de l'Europe. Et il ambitionne de créer des écosystèmes d'innovation en s'appuyant sur le triangle de la connaissance. Ça veut dire en fait une articulation efficace de l'innovation, de la recherche et de l'éducation. Comment? Via l'animation et la mise en œuvre de communautés de connaissances et d'innovation, ou KIC, qu'a évoqué Morgane, des Knowledge Innovation Communities. Ce sont des grands partenariats européens qui regroupent des experts, des organisations de recherche d'enseignement supérieur ou encore des entreprises, de la start-up aux grands groupes. Slide suivante. Et en fait, ces communautés de connaissances et d'innovation se réunissent autour de challenges communs. Il y en a 9 au total aujourd'hui, une autour du climat, digital, énergie, matières premières, santé, food, manufacturing,
donc industrie, mobilité urbaine et industrie créative et culturelle. Ce sont des structures légales indépendantes qui ont leur propre mode de financement et qui offrent une large palette de services et d'activités qui sont autant d'opportunités pour les entreprises. Que ça peut être en fait des appels à projets, des programmes de formation, des financements du réseau. Et l'idée aujourd'hui, c'est donc d'avoir un focus sur deux de ces communautés de connaissances et d'innovation, l'une sur le food et l'autre sur l'industrie. Slide suivante. Et nous aurons les interventions de Vivien Baudreau, tout d'abord, sur l'EIT Food, et ensuite sur l'EIT Manufacturing, nous aurons Jérémy Dalibo, qui interviendra et qui présenteront en fait ces programmes dont on parle peu encore aujourd'hui. Et je laisse tout de suite la parole à Vivien. Merci beaucoup pour l'introduction. Je vais partager mon écran tout de suite. Voilà, merci de confirmer que vous voyez mes slides. Oui, c'est bon. Super. Donc, merci beaucoup pour l'introduction. Je suis ravi d'être ici aujourd'hui. Mon nom est Vivien Baudreau. Ça fait 5 ans que je travaille à l'EIT Food. Et c'est la première fois que je vais intervenir en français. Donc, il se peut que j'ai des formulations de phrases un peu qui vont vous faire sourire. Je m'en excuse d'avance. Je suis d'autant plus ravi d'être là aujourd'hui, d'être en breton moi-même et de faire partie donc, de cette présentation aujourd'hui organisée par le réseau Noé. Ça me permet un peu de reconnecter avec les acteurs de ma zone native. Donc, je suis ravi d'être là aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter l'EIT Food en quelques mots au cours des prochaines 15-20 minutes. Et ensuite, on va parler du nouveau cadre de financement que l'EIT Food a lancé en septembre dernier. Et donc, je vais présenter la vue d'ensemble de ce programme et les différentes routes de financement, les projets qu'on cherche à financer et nos axes de travaux. Et je vais résumer à la fin les informations clés à savoir. Et on finira par une session de questions-réponses. Donc, tout d'abord, pour présenter l'EIT Food, donc comme Rosane vient de le mentionner, ça fait partie de l'écosystème de l'EIT, qui est la maison mère de l'EIT Food, et qui nous a donné un mandat pour répondre aux défis du système alimentaire. Donc, ces défis pouvant être sociaux, environnementaux, mais aussi le problème d'entrepreneuriat. Donc, l'EIT Food essaye de répondre à ces défis, que ce soit la malnutrition, les problèmes d'obésité, les problèmes de gaspillage alimentaire, les problèmes d'utilisation de ressources et les problèmes d'autres maladies liées à l'alimentation. On essaye de trouver des réponses et de jouer un rôle en boostant l'innovation, l'éducation, l'engagement du public et en mobilisant les acteurs pour travailler à répondre à ces enjeux cruciaux. Donc, socio-environnementaux, mais aussi en boostant l'entrepreneuriat, parce qu'il y a un énorme problème notamment de durabilité des entreprises avec plus de 9 startups sur 10 qui échouent en raison du manque de support ou d'accès à des marchés. Donc, ces défis qui existent sont les raisons pour lesquelles l'EIT Food a été créé en 2017. Donc, notre approche, on vise à relever tous ces défis avec trois axes principaux. Un axe de collaboration. Donc, aucune organisation seule ne peut agir, ne peut avoir un impact sur ces défis. Donc, nous essayons de favoriser l'innovation entre tous les acteurs du système alimentaire pour créer une société et une planète plus saine. En termes d'impact, donc nous recevons des financements européens et nous investissons dans des projets des individus et des organisations qui partagent nos objectifs pour avoir un impact positif, rapide à grande échelle. Et on vise aussi sur l'inclusivité. Donc, nous croyons en une innovation systémique qui est essentielle pour un système alimentaire fort et bénéfique à tous, favorisant la participation de chacun, indépendamment de sa localisation. Donc, je vais passer sur cette slide qui est sur la maison IATI et tous les différents écosystèmes. IATI Food a été créé par la 3e vague de KIC, donc de Knowledge Innovation Community. Et donc, on a comme objectif commun avec les autres organisations de booster l'entrepreneuriat et de transcrire la recherche
en actuelle innovation, de mise en œuvre de recherche par le biais d'outils que sont nos projets, nos incubateurs et nos programmes, que je vais mentionner dans quelques minutes. En termes de la localisation d'IT Food, donc nous avons notre headquarter, notre siège social en Belgique, à Louvain, où je suis basé actuellement. Et on a aussi des antennes régionales, donc on a un découpage régional basé sur 3 régions. La région ouest, donc où la France se situe avec le Royaume-Uni, l'Irlande et le Benelux, avec des bureaux régionaux en Angleterre, en Belgique et en Allemagne. On a une grande région nord et est de l'Europe avec un siège à Varsovie, en Pologne, et aussi une région sud, ce sont les pays de la Méditerranée, avec l'Espagne, le Portugal, l'Italie, la Grèce et Malte. Donc tous ces bureaux ont des équipes régionales qui facilitent les contacts avec tous les acteurs locaux et essayent de travailler ensemble pour atteindre nos objectifs. Donc la force d'IT Food vient de la communauté, notre communauté qui rassemble des acteurs clés de l'ensemble de la chaîne de valeur alimentaire. Notre réseau de partenaires est composé de petites et moyennes entreprises, d'organisations industrielles, d'établissements d'enseignement supérieur, de centres de recherche et d'organisations à but non lucratif à travers toute l'Europe. Donc ici sur la slide, c'est une petite partie de nos partenaires qui servent d'exemple. Si vous voulez plus d'informations, je vous invite à aller sur notre site internet qui fournit le nom de tous nos partenaires et de nos projets. Donc, pour plus de transparence, vous pouvez aller sur le site internet. Parce que nos partenaires français, j'ai fait une copie d'écran ici. Donc, vous voyez que nous avons des partenaires, des grandes entreprises comme Danone ou Rocket, mais aussi des plus petites structures comme Greenspot Technologies qui travaille sur de l'upcycling à Paris, ou Usage qui travaille sur des systèmes d'emballage intelligents. Nous avons également des incubateurs d'entreprises comme le Shake Up Factory et d'autres. Donc, une nouvelle fois, si vous voulez plus d'informations, c'est sur notre site internet. Notre axe de travail, notre approche est fondée sur des missions. Donc, depuis 2018, où nous avons commencé nos activités, nous finançons et soutenons des projets innovants, ainsi que des programmes liés au système alimentaire, dont les résultats ont un impact positif sur les personnes et la planète. Donc, ces résultats s'articulent autour de notre cadre d'impact. Donc, après 4 ans à bâtir une communauté de partenaires et un portefeuille de projets, nous avons reconnu l'urgence d'un changement et nous avons pris un moment pour réfléchir, pour avoir une vue d'ensemble sur tous les projets que nous avons financés. Et nous avons réfléchi à un nouveau cadre d'impact et à notre rôle en tant que gestionnaire de subventions, de constructeurs de communautés et de défenseurs de meilleurs systèmes alimentaires. Donc, nous avons constaté que nos projets tournaient autour de 3 changements majeurs dans le système alimentaire que nous appelons nos missions, que vous voyez à l'écran. Notre mission première, qui s'appelle « Des vies plus saines grâce à l'alimentation ». Donc ici, l'objectif de cette mission, c'est d'apporter une amélioration concrète à la qualité de vie en offrant à un plus grand nombre de consommateurs des choix plus sains à travers l'accès à des produits abordables et à des informations exploitables. Donc il y a un aspect de reformulation, mais aussi d'information. Notre deuxième mission, qui est axée sur un système alimentaire à émissions nettes nulles en carbone ou autres gaz à effet de serre. Donc, l'objectif de cette mission, c'est de faciliter la transition vers un système alimentaire à émissions ou à net zéro en réduisant les émissions équivalentes de CO2. On fait ça en encourageant l'agriculture régénérative. On crée des nouveaux marchés pour réduire le gaspillage alimentaire et les pertes alimentaires. Et on veut aussi donner du pouvoir aux consommateurs dans l'économie circulaire alimentaire. Et notre troisième mission, qui s'appelle « Réduire les risques pour un système alimentaire équitable et résilient ». Ici, l'objectif de cette mission, c'est d'améliorer la sécurité alimentaire et la sûreté alimentaire pour les consommateurs du monde entier en favorisant et en établissant des chaînes d'approvisionnement alimentaire résilientes et fiables qui seraient renforcées par la digitalisation. Donc, ces 3 axes, ces 3 missions sont le point de départ de notre travail et sont les points clés de notre cadre de financement que je vais vous présenter maintenant. Donc, notre cadre de financement pour les prochaines années, il a été lancé en septembre 2023, donc c'est tout nouveau. Et donc, l'idée, c'est que si vous avez une idée pour transformer le système alimentaire,
nous sommes prêts à vous fournir des financements. Donc, pour commencer, nous avons mis à disposition des documents et ressources clés donc, sur notre site internet, donc sur le site eitfood.eu. Tout est en anglais, donc le cadre de financement s'appelle le Impact Funding Framework. Nous avons des fiches de notes avec toutes les notes explicatives sur quel type de projet. Nous avons sur des webinaires, des foires aux questions. Et nous avons également un groupe sur notre EIT Food Hive, qui est un espèce de mini LinkedIn pour le système alimentaire, où nous organisons aussi des sessions avec des matchmaking, où on peut mettre des partenaires en relation sur des sujets spécifiques. Et si vous avez des idées de projets, vous pouvez aussi publier sur cette plateforme et des partenaires intéressés de collaborer avec vous pour être en contact. Donc, notre nouveau cadre de travail a été co-créé avec notre communauté. Donc, nous avons posé des questions clés liées à nos missions en leur demandant ce que EIT Food, en tant que communauté, pourrait faire, quel rôle on pourrait jouer pour avoir le plus grand impact. Donc, les résultats de ces consultations avec nos partenaires se traduisent par des rapports d'analyse qui ont été publiés sur le site internet. Donc, nous avons 3 rapports qui font à peu près 70-100 pages où on présente les solutions pour atteindre le but fixé par nos missions. Et on a aussi réalisé que ces rapports décrivent un changement systémique qui va bien au-delà de la portée d'une seule organisation. Donc, EIT Food ou une seule organisation qui agirait en isolation ne pourrait jamais atteindre ces objectifs. C'est pour ça que nous voulons vraiment créer un écosystème où la collaboration permettrait d'aller plus loin. Donc, je vais vous parler maintenant de notre cadre. Notre approche s'articule autour des missions que je vous ai mentionnées dans les prochaines diapositives, et nous avons aussi établi des priorités transversales qui s'articulent autour des 3 missions. Celles-ci sont l'agriculture régénérative. Donc ici, c'est vraiment de permettre aux agriculteurs de mener la transition vers le net zéro, donc de les équiper avec les outils et surtout les financements pour transitionner vers des pratiques plus durables. Notre deuxième priorité, c'est en rapport à l'emballage, à la durabilité des emballages, l'étiquetage et la transparence, pour responsabiliser les citoyens et les équiper pour qu'ils puissent faire des choix alimentaires sains et durables. Et notre dernière priorité est au sujet de la diversification des protéines, donc vraiment pour généraliser et pour essayer de réduire la consommation des protéines animales qui a un impact conséquent sur les ressources de la planète, et d'essayer d'amener d'autres sources de protéines vers des marchés et d'avoir une meilleure implication dans le marché, une meilleure pénétration du marché, pardon. Donc, nos 3 missions sont présentées comme des portefeuilles individuels, mais la force de ce cadre de financement réside dans l'interconnectivité des 3 missions. Donc, ce sont uniquement grâce à ces chevauchements et les dépendances qui créent un changement systémique. Et donc, c'est de quoi nous sommes inspirés pour élaborer ce cadre qui met l'accent sur de multiples vitesses de changement au sein d'un système alimentaire. Donc, dans ce cadre, nous avons 2 types d'interventions. Nous avons des programmes collaboratifs. Donc, ici, on travaille sur des interventions sur le moyen-long terme avec des partenariats assez conséquents qui travaillent sur plusieurs axes de travail sur un même sujet, qui pourraient être reliés à une mission ou plusieurs. Donc, je vais vous détailler ça dans les prochaines slides. Et on recherche également des projets individuels qui contribuent à apporter des solutions à court terme qui sont liées aux défis que nous avons identifiés dans nos 3 domaines prioritaires, qui sont l'agriculture régénérative, l'étiquetage, l'emballage et la transparence, et la diversification des protéines. Donc, je vais commencer par les programmes. Donc ici, ce sont les grands axes. Il n'y a pas de grand mystère. La clé de votre demande de financement, c'est de nous expliquer ce que vous voulez réaliser et pourquoi c'est important selon nos critères. Donc, il y a des documents avec des fiches explicatives, des formulaires de candidature et des critères d'évaluation qui sont fournis. Ici, ce que je peux vous mettre sur la slide, c'est les grandes lignes pour travailler avec nous. Donc, c'est évidemment d'avoir une idée de projet qui correspond à nos missions.
et d'avoir un partenariat qui est au minimum deux organisations qui venaient de 2 pays différents au sein de l'Union européenne ou de la zone éligible Horizon Europe et qui travaillent dans 2 types d'organisations du triangle de la connaissance, donc une entreprise et un partenaire qui travaille dans le milieu de l'éducation ou de la recherche. Donc c'est essentiel pour nous pour des partenariats, puis au minimum ce type de partenariat. Après, ça peut aller bien au-delà avec beaucoup plus de partenaires et de pays qui collaborent ensemble. Durée maximale de 2 ans pour les programmes, avec possibilité d'extension, et budget maximal annuel de 750 000 €, qui inclut le cofinancement. Et donc, le point majeur de ce nouveau cofinancement de Melity Food, c'est qu'on finance au maximum de 70%. Et donc, les partenaires doivent cofinancer avec d'autres sources de cofinancement, que ce soit local, national, les 30% manquants. Je vais accélérer un peu parce que je vois que le temps file. Ici, donc, c'est les axes prioritaires des programmes collaboratifs. Donc, pour mission, on a 3 objectifs, sous-objectifs, qui sont détaillés un peu plus dans nos fiches techniques. Et donc, vos projets, si vous voulez en déposer un, il doit être lié à une de ces priorités. Donc, je fournirai les slides après l'enregistrement, donc vous pourrez aller voir tout cela en détail. Le type de projet que nous finançons, donc ça peut être très varié, ça peut être quelque chose qui veut influencer les politiques ou des think tanks. On peut aussi avoir des laboratoires vivants, par exemple, on a par exemple des farm tests qui peuvent permettre à des organisations de tester leur technologie ou leurs pratiques sur des véritables champs agricoles. Nous avons aussi des programmes de compétences, d'éducation. Donc on a des programmes en ligne, des summer schools ou des masters. On travaille aussi à développer des normes en collaboration avec les décideurs de l'Union européenne. On travaille aussi sur des modèles de financement alternatifs avec des banques ou des assureurs. Donc, il y a vraiment beaucoup d'axes de travail qui peuvent être explorés et on n'a vraiment pas de limite sur ce qu'on peut financer. Donc, on est vraiment très, très ouvert à la discussion et à aider au maximum à porter votre projet, de le faire passer de idée à réalisation. Donc, je vais passer maintenant aux projets individuels qui sont la deuxième route de financement. C'est là qui est beaucoup plus sur le court terme. Donc ici, c'est vraiment, on travaille à financer des solutions innovantes pour relever donc les défis les plus urgents que nous avons identifiés dans le système alimentaire, donc l'agriculture régénérative, la diversification des protéines et les problèmes d'emballage. Et donc vraiment, ici, l'idée, c'est de financer des projets qui répondraient à ces défis, avec quelques exemples ici. Donc, par exemple, en termes de diversification des protéines, on pourrait financer des programmes d'éducation pour sensibiliser les consommateurs ou favoriser l'adoption de nouveaux modèles économiques pour rendre la diversification des protéines un peu plus mainstream. On pourrait aussi améliorer le processus de production, de fabrication, donc tout ce qui se passe dans les usines. Donc, ici, une nouvelle fois, ces documents sont dans nos rapports d'analyse d'émissions. Donc, je vous invite une nouvelle fois à aller le voir pour plus de détails. En termes d'agriculture régénérative, on veut travailler sur les problèmes de gestion de l'eau, des pertes alimentaires, de la santé des sols, et en travaillant sur des pratiques innovantes, mais aussi sur la gestion des données, comment avoir mieux accès de données pour réduire les émissions de catégorie 3, par exemple. Donc, il y a vraiment plein d'axes de travail qui sont possibles. Et une nouvelle fois, on est prêt à entendre vos idées pour vous financer. Donc, d'autres exemples de projets d'action rapide que nous pouvons financer. Ici, on travaille vraiment sur la commercialisation de recherche existante. Donc, si vous avez besoin juste d'un dernier coup de pouce pour commercialiser vos produits qui sont déjà à un niveau de TRL assez avancé, on peut vous aider. On peut vous aider à faire des démonstrations sur les marchés, ou à l'expansion de votre programme qui existe. Ou si vous avez un programme qui marche très bien à l'échelle régionale et vous pensez qu'il pourrait être répliqué dans d'autres régions, on peut aussi vous aider à ce niveau-là. Et à noter que les projets peuvent être de nature commerciale
ou une intervention à but non lucratif. Donc, on peut chercher un gain économique ou alors un gain pour la société, sur l'environnement, par exemple. Et donc, pour ces types de programmes, on a deux types de suivi, notamment sur les retours sur investissement. Une nouvelle fois, je n'ai pas le temps de vous détailler ça maintenant, mais je serais ravi de vous fournir toutes les documentations qui pourraient vous aider. J'arrive à mes dernières slides ici. Juste 3 exemples de projets que nous avons financés pour donner un peu plus de concret. Le premier projet d'innovation s'appelle Felinova. Ici, on a lutté contre le gaspillage alimentaire dans l'industrie de l'huile d'olive. En fait, les partenaires ont réussi à extraire des antioxydants de résidus d'olive et donc ils ont créé un nouvel ingrédient alimentaire. Donc ici, on a travaillé sur de la valorisation des déchets organiques. Un autre exemple, le projet Brise. Donc c'est un projet qui travaille sur l'aquaculture pour la prévention et le contrôle des poux de mer. Donc ici, l'idée, c'était de promouvoir le bien-être des poissons et la sécurité alimentaire et de promouvoir le développement de fermes piscicoles qui répondent à la demande croissante des protéines saines. Donc c'est une nouvelle fois sur la mission de diversification des protéines. Et le dernier, Taste to Meat, ici on a travaillé avec des partenaires sur le développement de substituts de viande entièrement végétale, donc de substituts de viande, en utilisant des sources un peu non utilisées comme le tournesol. Donc on a travaillé avec des partenaires qui avaient fait de la recherche et qui avaient besoin d'un coup de pouce pour piloter leur projet et le tester. Et donc on les a aidés à développer leur organisation et à avoir accès à des consommateurs. Donc voilà quelques exemples. Je finis juste avec une dernière slide sur l'essentiel du financement. Donc, on a un cadre de financement avec plusieurs deadlines. Donc, tous les ans, on aura 3 fenêtres de dépôt de projets en mars, juillet, novembre. La première deadline, c'est donc dans 2 jours. C'est un peu court pour de nouveaux projets, mais en fait, après chaque fin de période, nous publierons tous les projets approuvés et nous allons lister les manques que nous avons. Donc, c'est important de nous suivre sur notre site internet pour savoir quelles sont nos priorités que nous aurons revisitées. Il faut apporter un cofinancement de 30%. Donc, on n'est plus là dans une approche de subvention, mais de co-investissement. Donc, on vous aide, on investit dans votre projet parce qu'on croit que ça peut avoir de l'impact. Les demandes de financement tiennent compte de nos critères d'évaluation et nous sommes transparents sur nos critères d'évaluation. Donc, le plus tôt possible, avant de vous lancer dans une candidature, je vous encourage à vraiment lire et à poser des questions si votre idée est alignée avec notre cadre de financement. Et on a beaucoup de bureaux régionaux, d'équipes et de chargés de partenariat qui peuvent répondre à vos questions. Donc ici, j'ai mis l'adresse mail mission@iatifood.eu. Si vous avez une question, je vous encourage à la poser et nous l'envoyer. Et je vous encourage à la poser en anglais parce que la langue de notre programme est en anglais. Voilà. Désolé, j'ai un peu dépassé, Roselle, Morgane. J'espère que ça vous pose pas trop de problèmes. Merci. Oui, Je merci vais beaucoup. arrêter de Alors, partager. Pierre, je crois qu'on n'a pas de questions dans le chat. Peut-être moi j'en avais une, c'était la taille du dossier en fait qu'il faut déposer, jusqu'à quel niveau il faut aller en détail, etc. Alors, j'aimerais vous dire que c'est un processus simple, mais comme toute demande de financement européen, il y a beaucoup je dirais que c'est un dossier entre 10 et 20 pages. On a des documents pour travailler hors ligne et donc sur des fichiers Word où on a les questions et le type de réponse, donc c'est assez guidé. Et les dépôts se font en ligne sur nos plateformes, donc une qui s'appelle Salesforce. Je dirais qu'un dépôt de projet pour un programme, c'est entre 20 et 40 pages. Et un projet, c'est plutôt entre 10 et 20 pages. D'accord. Et donc en termes de soutien pour l'écriture de ce projet, est-ce qu'il y a vraiment des échanges qui peuvent être faits avec le IT Food ou alors Oui. est-ce que du coup, en termes d'égalité des chances, j'ai envie de dire, dans le dépôt, il y a certaines choses qui ne peuvent pas être relues, par exemple? Est-ce que vous pouvez relire? Est-ce que vous pouvez Alors, écrire? oui, nous, on encourage les partenariats à nous contacter le plus vite possible. Parce que vraiment, on n'a aucun intérêt à ce que des partenariats perdent leur temps à développer des idées de projets qui ne seront pas approuvés. Donc, nous, on encourage les gens à nous contacter le plus vite possible
pour qu'on puisse analyser et leur dire, OK, bah, votre idée, elle n'est pas alignée avec ce qu'on recherche, autant arrêter là et on va les diriger vers d'autres programmes de financement si possible. Mais nous, on encourage vraiment à nous contacter en amont du dépôt de la candidature pour pouvoir aider les candidatures à être les plus adaptées possibles à ce qu'on recherche. Donc, on a des équipes qui ne prennent pas part à l'évaluation, donc qui n'ont aucun, qui peuvent vraiment aider et guider les acteurs à améliorer leur proposition. Et en termes d'organisation à participer dans le partenariat, est-ce qu'il y a une typologie d'organisation qui est plutôt attendue ou... Alors, pour les programmes, on s'attend plus à avoir des grosses structures comme des universités ou des grosses entreprises qui ont la trésorerie et aussi des équipes qui sont capables de mobiliser des ressources humaines. Pour les projets, c'est un peu plus agile. Ça a été développé avec en tête des petites et moyennes organisations. Les moyens de financement sont plus agiles et comment dire, on demande des solutions qui peuvent être mises en œuvre assez rapidement. Donc, comme je l'ai dit, c'est la mise en œuvre de recherche, aider à la commercialisation, aider à l'expansion. Donc, projet plutôt petites entreprises et les programmes, c'est plus pour des grosses organisations structurées qui ont l'habitude des programmes européens. Et entre le moment où on dépose le projet et le moment où le projet peut réellement démarrer, c'est quoi la durée? Alors, une fois qu'il y a une fenêtre de dépôt, le projet est évalué sous 7 semaines et ensuite il peut démarrer à partir de la date de signature du contrat. Donc en général, on va dire à partir du dépôt de l'approbation, on dirait qu'il y a une période de 3-4 mois potentiellement qui peut être mise en œuvre. Après, ça dépend toujours de la logistique et de technicalité au sujet de signature de contrat et tout ça. Après, ça reste assez rapide par rapport à d'autres programmes européens. Oui, bah, en fait, on a appris de nos erreurs, on essaye d'être un peu plus agile à ce sujet-là. Et en termes de financement, quand le contrat est signé, le projet commence, il y a 30% de financement qui est délivré et ensuite c'est en d'autres installements qui fonctionnent en fonction du type d'organisation. C'est un peu plus technique. Tout est décrit dans nos fiches de ressources. Mais oui, on a eu ce genre de critique dans le passé où il y avait 6 mois entre l'approbation du projet et la mise en œuvre. Et des fois, dans ce domaine, il y a d'autres innovations qui arrivent ou d'autres idées qui peuvent être incorporées. Donc, on essaie d'être un peu plus rapide, mais on dépend d'un système qui est le système Horizon Europe, qui a ses propres technicalités et nous-mêmes, nous avons des obligations à respecter. Et donc, des fois, on n'a pas d'autre choix que d'avoir certains délais. Ok, merci beaucoup. On va pouvoir passer à l'intervention de Jérémy Dalibo sur l'IIT Manufacturing et puis on aura à nouveau un autre temps de questions. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Bonjour. Vous m'entendez bien? Ok. Je lance la présentation. Donc, enchanté, mon nom est Jérémy Dalibo, je travaille donc pour EIT Manufacturing et le but de cette présentation est de vous parler un petit peu des projets innovation et un petit peu de business creation. Donc, comme ça a été présenté sur la première partie avec IT Food, donc ce sont des verticales qui ont été créées au fur et à mesure depuis 2008. Et EIT Manufacturing fait partie des deux plus récentes qui ont été créées en 2021, donc qui ont tout juste aujourd'hui 3 ans. On a ce focus manufacturing et notre mission est de soutenir la compétitivité européenne en rassemblant les acteurs de l'écosystème innovation, que ce soit les corporates, les startups, les universités, les centres de recherche. On a 4 focus, qu'on appelle flagship, qui vont sous-tendre toutes nos activités. Le premier va se concentrer sur les systèmes de production flexibles qui vont permettre de soutenir justement cette compétitivité. Le deuxième va viser à réduire l'impact environnemental de toutes les activités manufacturières. On parle ici d'économie circulaire, on parle ici de green manufacturing. Un focus va se concentrer sur les outils digitaux pour transformer l'industrie. Et enfin, on va se concentrer aussi sur les solutions de collaboration entre les humains et les machines. On parle ici beaucoup de robots et de cobots. Alors,
EIT Manufacturing est cofondé par l'Union européenne, c'est-à-dire qu'il y a une partie des décisions qui va arriver directement de l'Union européenne, et une partie des décisions qui va arriver des membres de EIT Manufacturing. On en a un peu plus de 80, et comme alors, beaucoup de logos ici, vous les reconnaîtrez, mais l'intention sur ce portfolio est d'avoir plus de 50% de membres qui sont des industriels purs, des personnes et des entreprises qui vont fabriquer. Alors, on va retrouver dans le secteur automobile Volkswagen, on va retrouver KUKA sur les robots, voilà, beaucoup de grands noms que vous connaissez, aussi sur les machines-outils, les biens de consommation, etc. Ensuite, une partie universitaire, avec en France notamment Centrale Nantes et les arts et métiers, et une partie recherche, avec en France le CEA et l'IPC sur les questions de plasturgie. À ce réseau de membres actifs de EIT Manufacturing s'ajoutent beaucoup d'entreprises avec lesquelles on travaille, qui vont participer à beaucoup de nos activités, pour lesquelles on va pouvoir offrir des services, notamment sur les sujets d'Open Innovation, et qui ne sont pas nécessairement membres de EIT Manufacturing, mais qui font partie de ce réseau. Donc, on va également se concentrer sur 3 activités. La première, éducation, dont l'activité principale va être de mettre en place des masters et des doctorats pour former les personnes qui vont répondre aux besoins des industriels. La deuxième partie, sur l'innovation, qui va se concentrer sur des appels pour les projets innovation. Et enfin, la partie business creation, qui va se concentrer sur les activités d'open innovation, mettre en relation les startups et les grands. Pour commencer, donc, innovation va publier des appels à projets avec différents objectifs et différentes typologies, ou en tout cas typologies d'acteurs qui vont pouvoir y participer. L'idée étant d'amener des projets de recherche vers des phases de commercialisation. Le premier dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est le deuxième Innovation Call, sachant qu'on a 2 calls par an, un en début d'année, février-mars, en fin d'année actuellement, qui termine donc le 20 novembre. Vous avez ici donc les chiffres qui sont repris sur les budgets. Les budgets sont un peu plus importants en début d'année, un peu moins importants sur le deuxième call. Et les projets peuvent durer de 12 à 18 mois. Comme je disais tout à l'heure, l'intention ici est vraiment de prendre des TRL 7 ou 6 et les amener sur des TRL 8, 9 pour leur commercialisation. Dans la vie de ce projet, prenons l'exemple d'un projet d'1 an, ce qui est attendu, c'est qu'un produit commercialisable, alors ça peut être formalisé sous forme de start-up, de spin-off, d'une nouvelle structure ou d'un projet commercial à part entière, doit être créé. Et quelques documents, on va dire, sont attendus et qui vont être principalement gérés par l'organisme qui va chercher justement de toute la partie administrative et qui va devoir informer régulièrement le EIT Manufacturing de l'avancement du projet. Il va y avoir un vrai suivi qui est fait pour être sûr que le projet arrive à la maturité attendue. Chaque call va avoir des focus qui vont être une déclinaison en fait des 4 focus principaux. Donc pour ce deuxième Innovation Call, pour vous donner une idée un petit peu des sujets qui sont attendus et être sûr que vous puissiez entrer dans ces thématiques. Le premier va concerner l'optimisation des processus de production pour optimiser l'utilisation des ressources. Le deuxième va se concentrer sur la partie sociale des solutions concentrées vers l'humain dans le cadre de l'activité manufacturière. Ici, on est vraiment dans la thématique Industrie 5.0 avec une réflexion autour des opérateurs. Et enfin, une partie d'économie circulaire, d'impact environnemental et d'utilisation des nouvelles technologies pour définir de nouveaux modèles. Donc ça, c'est le deuxième Innovation Call. Le prochain aura lieu donc en février-mars avec de nouvelles thématiques qui seront à nouveau déclinées. Important, sur tous ces Innovation Calls, notre rôle est de faciliter le matchmaking. C'est-à-dire qu'une startup peut arriver avec un end-user, un utilisateur final, et dire voilà, on a ce projet, on aurait besoin d'une 3e brique, qui peut être une université, un centre de recherche, un 2e utilisateur final, une autre startup qui va apporter une brique technologique. Et l'EIT Manufacturing va se charger de faire ce matchmaking à travers une plateforme qui s'appelle Wild Ideas, sur laquelle vont être publiés les projets, et à travers des événements de matchmaking en physique et en virtuel. Deuxième call actuellement, destiné aux PME. L'idée ici est de booster leur développement et leur expansion sur le marché, avec toujours cette vision européenne. Et l'idée est d'apporter des financements pour soutenir ces PME sur des sujets stratégiques. Et ces PME peuvent être aussi accompagnées directement d'un end-user. Le sujet ici à couvrir est de prendre des solutions qui sont déjà sur le marché et vraiment de les aider pour leur passage à l'échelle.
Quelques chiffres pour ce call. Un financement d'1 million d'euros. Deadline le 11 décembre. Il est encore temps d'appliquer si vous avez des projets à présenter ou des idées. Un financement qui peut aller jusqu'à 60 000 euros pour une PME ou 100 000 euros s'il s'agit d'une PME et d'un user qui présente ensemble le projet. Les TRL attendus ici sont de 8, comme je disais, des produits qui sont déjà sur le marché mais qui ont besoin d'accélérer leur développement. Voilà pour la partie innovation. Maintenant, business creation, donc, dont je fais partie, et qui va se concentrer ici sur les projets d'open innovation. Comment aider les startups et les grands groupes à travailler ensemble. On est 20 en Europe sur cette activité. Donc, je suis moi sur la zone ouest, France, Espagne, Portugal. On a ensuite des collègues en Italie, en Autriche, en Allemagne, en Suède, en Grèce, qui nous permettent de couvrir l'ensemble des pays européens. Notre headquarter, notre maison mère, est à Paris-Saclay, car le CEA étant membre fondateur de IT Manufacturing, on a aussi notre maison mère à côté du CEA, à Paris-Saclay. Donc, notre rôle, IT Manufacturing, on est sur un focus qui est très restreint et qui, néanmoins, va être utile sur énormément de secteurs. À partir du moment où il y a une production, à partir du moment où il y a un process, on va pouvoir être pertinent sur des secteurs comme l'aéronautique, mais aussi l'alimentaire, la construction, l'énergie, la pharma. Et en face de ça, on va s'intéresser à des technologies qui vont répondre aux besoins de ces industriels, sur des sujets qui peuvent aller de l'impression 3D au jumeau numérique, en passant par la maintenance prédictive, le contrôle qualité, le suivi logistique, des sujets qui vont être communs à tous ces industriels. Comment on va faire et organiser notre action? Déjà, d'une part, avec les grandes entreprises, on va les accompagner dans la définition de leur challenge d'open innovation. Ça peut être de la description jusqu'à la mise en place d'un POC. On va se charger de faire le scouting en Europe pour trouver les startups qui vont répondre aux challenges qu'ils souhaitent aborder. On va pouvoir aider les corporates aussi à identifier des startups dans lesquelles ils peuvent investir. On a un portfolio de startups qu'on connaît très bien, donc on sait quelle startup est en phase de levée de fonds et ça intéresse les corporates qui ont des fonds d'investissement et qui souhaitent étendre leur portfolio. Et enfin, on va organiser des événements matchmaking, soit sur des sujets très spécifiques ou des sujets plus globaux, sur des événements comme Global Industry. On peut organiser des événements matchmaking sur lesquels les corporates vont rencontrer les startups de notre portefeuille. Quelques chiffres depuis 2021. Donc, 40 challenges, un peu plus, on va utiliser les chiffres en fin d'année, on en a fait pas mal cette année. Donc, réalisés pour les industriels, 500 startups avec lesquelles on travaille, qui font partie de notre portfolio, dont 100 qui sont accompagnés de façon active. Et je vais détailler ça tout de suite. On va mesurer les contacts qui sont faits et qui mènent à des contrats avec les industriels et on va suivre aussi les levées de fonds des startups qui est un indicateur de la bonne santé des startups. Donc, comment on va accompagner les startups? Sur la partie notamment Access to Market. Ça va être vraiment notre corps de métier. Ça va se traduire par des introductions auprès de prospects qualifiés, par la participation aux événements matchmaking. Comme je disais, on organise pour les corporates. De l'autre côté de la boucle, il y a les startups. On réunit les deux à ce moment-là. Et l'accès au challenge, c'est-à-dire qu'on passe beaucoup de temps à parler avec les industriels pour connaître leur challenge. À partir du moment où un challenge peut être intéressant pour une startup de notre portfolio, à partir du moment où la startup de notre portfolio est accompagnée, elle a directement accès à ces challenges. Donc, on a toutes les semaines des messages de nos collègues en Europe qui vont nous écrire en disant, par exemple, j'ai un challenge avec Scania en Suède. Est-ce que dans le Focus France, vous avez des solutions qui peuvent répondre à ce challenge? Donc, les startups ont directement accès à ça. Ensuite, on a la capacité d'investir sur les startups, sur des phases de seed et pré-seed pour des montants qui vont de 100 000 à 500 000 euros en co-investissement et on prend des parts en equity sur ces investissements pour les startups. Donc, ça, encore une fois, ça va accélérer notre partie Access to Market, mais voilà, en apportant un peu de financement. Enfin, une partie expertise et coaching, ça va être vraiment au cas par cas. Quand les startups, par exemple, vont se développer sur un nouveau marché, elles ont besoin d'ajuster leurs solutions, trouver le bon market fit. On va les accompagner sur toutes ces phases. On peut les aider sur la partie propriété intellectuelle, retravailler le business model, retravailler un pitch dans le cadre d'une nouvelle levée de fonds. Voilà, donc ça va se faire vraiment au cas par cas avec chaque startup. Une action concrète qu'on mène et un événement qui va avoir lieu donc, le 8 décembre à Station F, c'est Boost France sur le sujet économie circulaire. Il s'agit d'une compétition de startups
On a sélectionné 10 finalistes qui vont pitcher à l'occasion de cet événement. Et plutôt que de se limiter à juste une session de pitch, cet événement va être une occasion de réunir tous les acteurs de l'écosystème concernés par le sujet de l'économie circulaire et d'organiser à cette occasion des panels, des keynotes, des présentations pour permettre finalement d'avoir une réflexion qui ne se limite pas seulement au pitch et aux solutions qui sont présentées, mais d'avoir une réflexion plus globale de l'impact qu'on peut avoir sur ces sujets. Donc, on aura en ouverture la directrice de l'IT Manufacturing, le directeur de Business Creation, le président de l'Institut national de l'économie circulaire. On aura un panel avec des experts du secteur, notamment Schneider et Saint-Gobain pour représenter 2 industriels, et ensuite 2 startups qu'on accompagne, Keos et Goodflow. Keos qui travaille sur la réutilisation des pièces de maintenance industrielle, et Goodflow qui a mis en place une solution IoT pour permettre de réutiliser les emballages que les industriels transportent d'un point A à un point B et qui sont en général jetés. Donc là, l'idée est de pouvoir les réutiliser avec un impact assez important derrière. Les startups sélectionnées, alors il y en a peut-être certaines de votre région qui vont présenter leurs solutions. Ça va des marketplaces à la réutilisation de matériaux composites, en passant par l'analyse des sols pour pouvoir les réutiliser, la création de matériaux de construction à partir de déchets, le suivi justement des déchets pour pouvoir les réintégrer dans des chaînes de production, et encore une qui fait de l'impression 3D à partir de déchets. Donc voilà un petit peu le panorama de solutions qui sera présenté ce jour-là. Je vous invite bien entendu à vous inscrire si vous avez la possibilité et l'intérêt justement de participer à cette thématique de l'économie circulaire. Vous allez le lire en bas et puis on vous partagera la présentation ensuite. C'est tout pour moi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas et on partagera également mon contact si vous voulez m'écrire après. Merci. Merci Jérémy pour cette présentation. Je vois qu'il y a eu des questions dans le chat. Adrienne, est-ce que tu veux prendre la suite? Oui, donc il y a une question. Comment une start-up peut être identifiée dans votre portfolio? D'accord. Merci Cécile, merci beaucoup pour cette question. Donc, on va se charger, nous, d'identifier les startups qui ont un potentiel, parce qu'innovantes, parce que sur le focus manufacturing et parce que répondant aux besoins des industriels. À partir du moment où on prend, donc une prise de contact se fait, on échange. À partir du moment où la startup valide nos critères de sélection, elle est présentée au Deal Flow, qui a lieu tous les mardis, tout à l'heure à 13h30, auquel les 20 collègues que je présentais sur la carte se connectent. Et donc, c'est le moment où la startup va pouvoir présenter son projet. On va valider son caractère innovant, pertinent pour notre portfolio, aligné avec nos stratégies. Et ça va permettre aussi à la startup de valider le potentiel de l'IT Manufacturing à l'accompagner dans son expansion en Europe. Cette validation peut être faite, par exemple, sur certains pays. On peut dire, voilà, gros potentiel en Italie parce que le marché est constitué de cette façon. Moins de potentiel en Allemagne parce que peut-être on n'aura pas les contacts ou peut-être que le sujet est trop spécifique par rapport aux particularités du marché allemand. Et si la solution s'applique à tous les marchés, à ce moment-là, on accompagne sur l'ensemble de l'Europe. Cet accompagnement donc, qui dure 1 an ensuite pour les introductions, les matchmaking, l'accès au challenge, est facturé sur un base fee de 5 000 €. Il n'y a pas de success fee sur l'accompagnement ensuite. Voilà, il y a un base fee qui est un peu le ticket d'entrée pour être accompagné et faire partie du portfolio. Merci. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Belle initiative. Merci Véronique. J'imagine que ça concerne bien aussi. Rosane, je ne sais pas si tu veux. Est-ce qu'il y a beaucoup justement de PME ou de start-up françaises à temps déposés dans le cadre du call ou dans le cadre des programmes d'accélération et d'incubation? Alors, sur le portefeuille de startups, on a 10 startups accompagnées actuellement et on doit avoir une vingtaine de startups alumni. Donc, c'est un portefeuille, encore une fois, avec IT Manufacturing n'a que 3 ans, donc c'est un portfolio qui est en pleine expansion.
Du côté des Innovation Calls, je pense qu'il y a, alors ça dépend, parce qu'il y a parfois un projet avec beaucoup de startups qui vont être derrière. Je pense à des projets qui ont notamment 3 ou 4 startups, plus un ou deux end-users qui étaient français. Donc là, tout de suite, ça fait des chiffres importants. Ensuite, en termes de nombre de participations à chaque fois, ça va être de 2 à 3 organismes français. Comme pour IT Food, un des critères, c'est qu'il y a un participant membre d'une de nos zones. Donc, nous, c'est France, Espagne, Portugal, et travailler avec une université en Allemagne ou un centre de recherche en Italie, etc. Donc, un de chaque région. Et est-ce qu'il y a une concurrence importante dans les différents dossiers déposés sur les deux programmes? Est-ce qu'il y a beaucoup de participants ou en termes Ouais, de est-ce nationalité? qu'il y a beaucoup de participants et du coup, le rapport avec ceux qui sont réellement retenus et accompagnés financièrement? J'ai pas les ratios. Malheureusement, je peux pas répondre à cette question. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quand même une régularité dans ces appels à projets. Certains projets qui sont alors soit partenus, soit pas finalisés, sont un call, peuvent se présenter, c'est toujours le cas, au call suivant, parce que le consortium est déjà monté, il attend de se consolider, parfois d'ajouter une brique technologique, et va avoir encore plus de pertinence la fois d'après. Et pareil, il y a des formulaires spécifiques en fait sur vos différents programmes pour vous solliciter. Oui, oui, tout à fait. Ces formulaires, alors, qui sont pas si compliqués que ça, c'est plus l'exécution qui va être compliquée. En termes de rapport et justement de suivi du projet. Donc, on s'assure que le projet soit mené à bien. On intervient aussi quand il y a des problèmes. Mais en termes de présentation du projet, c'est long, mais c'est ce qui est attendu quand on présente un projet. Il faut qu'il soit structuré, bien pensé, qu'on comprenne les tenants et les aboutissants. Donc honnêtement, c'est pas la partie la plus compliquée. Le challenge, moi je pense ici, va être de trouver les bons acteurs, bien définir le rôle de chacun et de suivre l'exécution. Alors souvent l'exécution est confiée à un pôle de compétitivité, une université, un centre de recherche, parce qu'ils ont cette expertise et l'habitude de faire le suivi. On déconseille que ce soit porté par la startup, qui n'aura pas le temps et les ressources nécessaires pour ça. Et de même que l'IIT Food, il y a des personnes en fait qui peuvent qui peuvent relire en fait les dossiers. Oui, bien sûr, il y a toute une équipe donc Innovation qui s'occupe d'accompagner ça et d'être sûr que les choses soient faites. Nous, notre intention, c'est de trouver des projets. Donc, on fait énormément de démarchage pour que ces projets soient présentés et pour que les entreprises adhèrent aussi à ces programmes. On est dans une attitude de recherche proactive pour la création de ces projets. Sur la partie aussi business creation, on amène certains projets vers innovation, dans le sens où des startups peuvent être déjà lancées, mais d'autres projets de développement avec des industriels qui sont sur des DRL encore plus bas et qui ont besoin de ces phases de recherche. Donc, il y a des startups qu'on accompagne qui font aussi des projets d'innovation. On est sans arrêt en train de leur proposer ces activités-là. Et donc, ça passe ou ça passe pas, mais en général, ça fonctionne bien. Ça va alimenter leur business, leur croissance. C'est vraiment un outil. Ok. Merci. Est-ce qu'il Merci. y a d'autres questions? J'avais une question par rapport aux deux calls qui ont été présentés. Vous êtes plutôt Ouais, sur des projets du coup en monobénéficiaire ou en consortium? Parce que dans le SMEs call, donc il y avait le cas les deux. Ouais, les deux. Ok. ouais. Et Pour le SMI, les deux. Pour le Innovation Call Consortium. d'accord. Et du coup, quel serait le ratio entre les monobénéficiaires et les consortiums? Est-ce que les entreprises vont plutôt seules ou c'est assez partagé? Euh, je vous entends pas, Jérémy. Il y a un petit souci de micro. Hop. Non, je ne sais pas ce qui s'est passé. Désolée pour ce problème du coup de micro. Bon, en tout cas, on reste sur cette information que du coup, les SMEs Call, à la fois consortium et monobénéficiaires, et donc sur le CPF, sur du collaboratif.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ou Jérémy, si l'accès au micro est revenu? Rosane, si tu voulais ajouter Eh quelque ben chose. non, on va pouvoir conclure du Ouais. coup. Merci à temps, à l'heure, pour midi. Merci en tout cas de votre participation. N'hésitez pas aussi à revenir vers nous, Adrienne, donc Morgane et moi-même. On est là pour vous aiguiller, vous épauler dans les démarches de projets européens de recherche et d'innovation, de l'identification du bon appel à projet jusque la relecture critique aussi de candidatures. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous. Et puis vers Vivien également et vers Jérémy sur l'IIT. On vous enverra la présentation ainsi que le lien pour le replay. Merci beaucoup. Bonne journée à vous et bon appétit.